Comment sont apparues les fleurs? La découverte, récente, de fossiles vieux de 99 millions d'années, pourrait bien éclaircir le mystère qui pèse sur leurs origines. La rose est sans pourquoi, disait le poète allemand Angelus Silesius. Est-ce à dire que, de la fleur, il n'y a rien à dire? Charles Darwin considérait l'apparition de la fleur comme un abominable mystère dans l'histoire de l'évolution. Fragiles, éphémères, les fleurs ont laissé bien peu de traces fossiles. Difficile dans ces conditions de saisir le devenir floral du végétal. La philosophe allemande Edwige Conrad Martius, l'une des disciples les plus admirées de Husserl, aborde la question, par un tout autre bout que celui de la simple histoire phylogénétique. Elle réinscrit l'apparition de la fleur dans l'horizon beaucoup plus large d'une délimitation de l'essence de la vie végétale. Des spores aux graines, contrairement à l'animal, qui replie sur une intériorité au sein d'une forme finie, la plante est une totalité ouverte. Elle est une poussée incessante vers l'extérieur. Cette poussée est une croissance jamais achevée. Elle se prolonge dans la ramification, véritable autoréplication qui donne naissance, au niveau du bourgeon, ou encore par bouturage, par marcottage, à un nouvel individu, identique à la plante mère. Un clone. Le rejeton témoigne d'une unité structurelle avec la plante mère, souligne Conrad Martius. Au contraire, avec l'apparition de la reproduction, la plante commence à se lancer au-delà d'elle-même, en direction d'un nouveau commencement par rapport à elle-même. La forme primitive de la reproduction, c'est la spore. Dans chacun de ces milliers de spores minuscules, la plante place chaque nouveau fondement complet d'elle-même, duquel elle s'est complètement retirée comme totalité. Cette reproduction par spore, qui rend possible la propagation la plus large à travers l'espace aérien, n'est pas à proprement parler sexuée, parce qu'elle n'implique pas de fécondation. La spore, simplement attachée aux feuilles, déjà séparées et indépendantes, se dissémine, germe, et n'est fécondée que dans un second temps, après avoir commencé à germer. De ce point de vue, elle représente encore une propagation rectiligne de la plante mère. Les feuilles fécondes se referment pour former une cavité intérieure qui rappelle le corps animal, un ovaire, entouré d'une auréole de feuilles, laquelle accomplit le miracle de l'épanouissement sous forme de fleurs. L'idée des plantes et de la philosophie. Entre philosophie et plantes, les liens ont toujours été étroits. Aristote était considéré comme le père de la biologie, Julien Offray de la métrie, médecin et philosophe, auteur de L'Homme-Plante, Goethe sa Métamorphose des plantes, ou encore, Jacques Rousseau passionné de botanique. Les exemples ne manquent pas pour révéler cette proximité de la réflexion avec les végétaux. Pourquoi les plantes semblent-elles alors absentes de la pensée? Et pourquoi semblent-elles faire un retour ou une apparition fracassante chez elles? C'est que jusqu'ici le végétal n'était souvent traité que de manière partielle ou très circonscrite, comme un moment de rêverie ou de pure expérimentation scientifique, ou encore comme une question préliminaire à une analyse animale et anthropologique. Qui pourrait bien ainsi présenter tel philosophe comme le philosophe du végétal. Qui pourrait désigner le penseur des plantes par excellence dans l'histoire des idées. Qui pourrait dire en quoi consiste une philosophie du végétal. Là est le problème. Les réflexions sur les plantes ne sont pas absentes mais il n'y a pas de philosophie du végétal en bonne et due forme. Ce qui est en train de changer aujourd'hui. Éloge de la plante, plaidoyer pour l'arbre, à quoi pensent les plantes, et bien sûr le brillant Vie des plantes d'Emanuele Coccia, ce sont quelques-uns des titres parus et qui permettent de dessiner cette nouvelle philosophie. Mais pourquoi maintenant? Et que nous dit-elle? Inverser le rapport de l'homme à la nature comme toute philosophie, les problématiques posées dans le cadre végétal, des racines jusqu'aux fleurs, embrassent des dimensions multiples. Il faut ainsi distinguer parmi toutes ces réflexions, celles qui portent sur les plantes en tant que telles,
qui soulèvent des problématiques de mort, de vie, de beauté, d'intelligence ou de conscience des végétaux. C'est ainsi le cas du livre d'Emanuele Coccia, La vie des plantes. Les analyses de l'espace végétal, la forêt, les champs ou les jardins, comme autant de territoires d'exploitation ou d'exploration, des modèles de culture ou de politique, c'est ainsi que peut se lire l'ouvrage de la philosophe Joëlle Zask, La démocratie au champ, et enfin les pensées qui tissent un lien entre les hommes et la nature à partir du végétal, c'est ce qu'on trouve dans le très beau livre de l'historien Alain Corbin, La fraîcheur de l'herbe. De fait, il faut différencier la pensée du végétal pour lui-même et la pensée du végétal comme modèle pour l'homme. Mais toutes les deux ont le mérite d'inverser le rapport entre l'homme et la nature, non plus l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Non plus l'homme maître de la nature, mais la nature pour elle-même ou comme biomimétisme, comme source de pensée et de vie pour l'homme. La plante, nouvelle manière de penser ce que le végétal peut nous apporter et ce qu'une telle philosophie peut aussi nous apporter, c'est de quoi penser un autre rapport à la nature. C'est en partie dans cette actualité d'urgence écologique que les plantes font d'ailleurs leur grande apparition, un autre rapport au travail, au partage, à la culture et à l'habitation des territoires, un autre rapport au temps aussi, celui de la croissance des plantes et d'une époque perdue peut-être, où l'on avait le loisir de les regarder et de les respirer. Mais il y a encore quelque chose en plus derrière tout cela, l'idée que les ressources, les idées, solutions ou remèdes ne se trouvent plus seulement en l'homme, mais ailleurs, dans ce qui l'entoure et l'environne. C'est ainsi que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient pris le rhizome comme nouvelle structure de savoir, ou que Descartes avait dessiné un arbre de la connaissance. Et c'est ainsi que les plantes, loin d'être un objet passif d'étude, résistent à nos usages politiques ou éthiques et remettent même en question nos manières de penser.